Il est 10 h ici à Paris. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Parlons-en, votre rendez-vous avec l'info qui prend son temps. Voici les titres de ce lundi. Nicolas Sarkozy va-t-il sortir de prison? La remise en liberté de l'ancien président sous contrôle judiciaire se joue en ce moment devant la cour d'appel de Paris. Nicolas Sarkozy est incarcéré depuis le 21 octobre dernier à la prison de la Santé à Paris après sa condamnation dans l'affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle. Une sortie de shutdown se dessine aux États-Unis après un accord au Sénat entre démocrates et républicains. Le texte est loin de faire l'unanimité chez les démocrates. La pagaille dans les aéroports des États-Unis ce week-end a visiblement beaucoup joué au sein de l'opposition à Donald Trump. Espoir très prudent, dubitatif aussi sans doute des militants climat à quelques heures de l'ouverture de la COP30 à Belém au Brésil. Le réchauffement des températures s'accélère, le multilatéralisme est en danger, les États-Unis ne seront pas là. À quoi sert donc ce grand raout mondial? À quoi sert la COP alors qu'on ne tient même pas les engagements des COP précédentes? C'est la question que je vais poser à mes invités aujourd'hui qui incarnent deux générations de la lutte pour le climat. L'un est à l'heure, c'est une question de génération aussi ça. Bonjour Cyril Dion, l'autre est en retard. Féris Barkiat, il va arriver dans un instant. La question de ce matin, c'est celle-ci. Est-ce que tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir face au réchauffement climatique? On a jusqu'à 10h45, c'est Parlons-en et c'est parti. Bonjour Cyril Dion. Bonjour Pauline Pacard. Réalisateur, militant, auteur, vous signez La lutte enchantée, comment garder espoir dans un monde qui bascule, qui vient de sortir et qui est la synthèse des chroniques que vous avez fait pendant un an, je crois, sur la radio France Inter. Et puis demain va ressortir au cinéma le 8 décembre prochain. Il a 10 ans demain, comme la COP 21, les accords de Paris. À l'époque, il avait fait 1 million d'entrées, extraordinaire, César du meilleur documentaire. Et on s'en souvient, il raconte ces histoires de ceux qui trouvaient à l'époque des solutions à la crise environnementale. Vous nous direz dans un instant ce que demain est devenu aujourd'hui. Nous voilà donc 10 ans après demain et 10 ans après les accords de Paris à l'aube de cette COP 30. 10 ans après, le monde est-il capable de parler d'une seule voix face au défi du réchauffement climatique? Voilà pour la question. La COP a donc 10 jours pour y répondre à Belém au Brésil, aux portes de la forêt amazonienne. Le 30e sommet mondial sur le climat qui se tiendra sans l'un des plus gros pollueurs de la planète, les États-Unis. Donald Trump n'y est pas, il n'envoie pas non plus de délégation. L'heure est grave, je le disais tout à l'heure, mais certains acteurs veulent quand même croire que la dynamique est solide. Écoutez depuis Rio, Marine Ress. C'est le grand jour pour le Brésil. Ce lundi, 500 000 personnes se réunissent à Belém, en plein cœur de l'Amazonie et sous une chaleur tropicale, pour l'ouverture officielle de la COP30. C'est le président brésilien, Luiz Inácio Lula da Silva, qui a insisté pour que cette COP se tienne à Belém, et cela malgré les problèmes d'infrastructure. Alors la ville a fait peau neuve, 700 millions d'euros ont été investis dans des travaux de rénovation d'infrastructures pour que Belém soit prête à temps. Et le pari est réussi, puisque ce lundi, 170 pays se réunissent, mais il y a comme une ombre au tableau, et bien c'est cette absence, celle des États-Unis, le deuxième plus grand pays émetteur de gaz à effet de serre au monde, et cela bien dans une COP30 qui est marquée par la montée du climato-scepticisme 10 ans après les accords de Paris qui ont échoué à maintenir, à limiter le réchauffement climatique sous la barre des 1,5 degrés. L'heure est donc à l'urgence, l'a rappelé le secrétaire général de l'ONU. Cette année, pas de grand texte à négocier. Non, la COP doit être consacrée à la mise en œuvre de politiques de réduction de gaz à effet de serre, des objectifs qui avaient déjà été fixés lors des précédentes COP. Et ce sera ce lundi l'une des premières discussions, des premières réunions des dirigeants. Le Brésil, de son côté, s'est déjà engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre entre 59 et 67% d'ici à 2035. Et puis, il y a la question de la justice sociale qui sera abordée tout au long de cette COP. C'est un thème qui est très cher au président Lula. Les dirigeants devraient donc échanger sur les moyens, les fonds alloués aux pays, notamment ceux en voie de développement, pour affronter les changements climatiques extrêmes. Pour Lula, la lutte contre les inégalités est indissociable de la lutte contre le changement climatique.
En 2015, Cyril Dion, on s'en souvient, les participants de la COP s'étaient engagés, et Marine le rappelait à l'instant, à contenir l'élévation des températures largement sous les 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle, et même à limiter cette élévation à 1,5 degré. Il semblerait qu'on passe la barrière, non pas en 2100 comme on s'y était engagé il y a 10 ans, mais en 2030. Une fois qu'on a dit ça, est-ce que ça sert vraiment de continuer à se parler dans des grands raouts comme la COP ? Ça sert à se parler dans la mesure où là, il y a quand même un rapport qui a montré que si les COP n'existaient pas, l'accélération aurait été encore plus brutale. Maintenant, est-ce qu'il faut juste limiter l'accélération ou est-ce qu'il faut arrêter le réchauffement ? À mon avis, il faut arrêter le réchauffement. Et pour ça, aujourd'hui, on se trompe de méthode et surtout, on se trompe d'objectif. C'est-à-dire que tant qu'on n'adressera pas la question de la croissance, du volume, c'est-à-dire que si vous limitez... En gros, si vous faites en sorte d'émettre un peu moins de gaz à effet de serre, mais que vous continuez à doper la croissance économique, c'est-à-dire que vous continuez à doper la production et la consommation en permanence, même si vous consommez un peu moins, si vous émettez un peu moins de gaz à effet de serre pour chaque produit que vous allez mettre en vente, si vous en vendez de plus en plus, ça va continuer à augmenter. Et ça, aujourd'hui, on n'en parle pas. Et je pense qu'on se trompe aussi de méthode. Et c'est là où cette COP30 peut être intéressante, parce que pour la première fois, il y a une assemblée citoyenne globale qui va se réunir en même temps que les responsables politiques. Et a priori, elle devrait avoir des résultats, à mon avis, beaucoup plus intéressants. Et bonjour Ferris Barkat. Bonjour. Et bienvenue sur ce plateau, cofondateur de l'association Banlieue Climat et enseignant à la Sorbonne. Précisément, cette COP30 au Brésil, vous allez y aller ? Ouais, effectivement. Pour dire quoi ? Pour dire que c'est normal qu'on y soit et pas normal qu'on n'y soit pas encore, dans le sens où c'est des endroits où effectivement ils arrivent à éviter toute forme de culpabilité. Ce qui est intéressant avec les COP, c'est que personne ne comprend ce que c'est, on ne comprend pas ce qu'on y fait, on ne sait pas qui sont les gens qui nous représentent. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'à la fin, il n'y a rien qui a changé. Mais on s'y accroche quand même comme une moule à son rocher ? Ouais, il y a beaucoup de gens qui s'y accrochent avec de l'espoir, mais surtout beaucoup de gens qui ne savent pas du tout ce que c'est. Donc il y a un enjeu de documentation, d'explication, de vulgarisation des enjeux, parce que généralement, parce qu'on ne comprend pas, on ne s'y intéresse pas, alors que précisément les responsables le sont là-bas, et ils sont, parce qu'on ne s'y intéresse pas, dans une forme d'impunité totale. Alors que si nous, on vient en disant, vous regarde, on va être en mesure de vous juger, de toute forme de décision, on va être impardonnable parce que c'est notre avenir avec lequel vous jouez. Ça, c'est important parce que justement, si on se réunit avec la jeunesse populaire d'autres pays là-bas, c'est aussi pour leur dire, regardez, on vous regarde et on vous lâchera pas parce que c'est terrifiant à quel point il y a une organisation qui se fait autour des lobbyistes notamment. On est à 1770 lobbyistes à la COP29, 2500 à la COP28. Donc on est des cafards qui s'organisent beaucoup pour leur intérêt économique et nous. À quel moment on arrive à les cafards, vous les appelez les cafards ? Ouais, quand même, à ce moment où on vit à travers des intérêts économiques comme ça. Vous n'êtes pas d'accord avec le mot cafard ? Non, je sais pas, ça allait voir. Enfin, désolé pour les cafards en vrai. Non, mais juste avant que vous arriviez, on entendait notre correspondante à Rio. Parmi tout ce qu'elle a dit, il y a un chiffre qui frappe. Je vous le redis, Ferris, c'est 700 millions d'euros. C'est l'argent dépensé par les autorités brésiliennes pour faire que Belém puisse accueillir cette COP. C'est vrai que c'était pas une ville nécessairement capable, ne serait-ce que par l'infrastructure hôtelière, d'accueillir tant de délégations. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour le climat avec 700 millions d'euros ? Il y a une question d'allocation des ressources aussi. Beaucoup. C'est une question d'accessibilité de ce genre d'endroit. En fait, l'accessibilité des COP est déjà compliquée. Regarde, les prix des logements là-bas sur place fait que du coup, il y a déjà une minorité qui peut y accéder. Donc en fait, on est dans un moment où on reproduit une forme d'élite bourgeoise qui se rend là-bas pour essayer de donner l'impression qu'ils font des trucs alors qu'ils font rien. Alors que ceux qui se culpabilisent toute la journée, c'est qui ? C'est les citoyens. Qui est-ce qui a une forme de responsabilité individuelle sur la consommation, sur comment le système fonctionne, alors qu'on est littéralement à 1-2 millions de personnes qui meurent des vagues de chaleur depuis 2012. Il y a une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps. On est sur 9 millions de morts dues à la pollution chaque année. Donc les COP, c'est beaucoup centré sur le CO2. Nous, on vient essayer d'apporter aussi notre vision sur une écologie plus intégrale. Donc il y a tous ces enjeux-là qui sont mal traités et les COP qui sont à la fois très peu accessibles de par l'infrastructure, la BLM, qui fait que même au niveau des logements, c'est très compliqué de se loger sur place. Ça fait que tout ça réuni, on a du mal à trouver notre place et c'est pour ça qu'on ne vient pas la demander, on vient la créer. Surtout qu'il y a, à mon sens, une importance de se dire que on aura été là et on aura tout fait dans la logique du système. C'est-à-dire que le jour où il y aura des actions plus radicales qui vont se mettre en place, parce qu'il n'y aura plus le choix, parce qu'il y a des gens qui sont en train juste de mourir, 200 millions de réfugiés climatiques, je ne sais pas si on réalise la dinguerie. Donc à partir du moment où il y aura des gens qui vont être dans une forme de radicalité, on pourra répondre, on pourra se protéger en disant « Oui, mais on a été là ». Aux instants de décision, on a été là quand vous étiez là pour prendre des décisions autour d'une table, vos salles sombres et toutes moches là, on est venu, on a toqué
et ça n'a pas fonctionné. Cyril, c'est quelque chose que vous dites souvent aussi. On reviendra dans un instant sur à quoi servent encore l'addition des actions individuelles face à des machines qui sont bien plus puissantes. Mais vous dites souvent, moi j'ai envie de pouvoir dire à mes proches, à mes descendants, en fait j'ai pas rien fait, quoi. Bien sûr, non mais c'est important de dire qu'on n'a pas rien fait. Mais c'est aussi important que ça serve à quelque chose. C'est-à-dire que là, je suis d'accord avec Ferris, mais en même temps, ce que vous allez faire là, je veux dire, c'était déjà le cas à Copenhague en 2009. D'autres l'ont fait avant eux. C'était déjà le cas à la COP de Paris en 2021. Des gens qui sont venus. Je me souviens encore en 2009 à Copenhague, il y avait un nombre incalculable de militants qui étaient là en disant on va vous mettre la pression, on va vous obliger. Ça n'a pas marché. Alors quoi, ça sert à rien d'y aller ? Non, je dis pas que ça sert à rien. Je dis qu'il faut se poser la question de savoir aujourd'hui ce qui pourrait faire que ça marche. Et à mon avis, ce qui pourrait faire que ça marche, c'est pas uniquement d'aller dans les COP pour leur dire on vous regarde. C'est de voter pour des gens qui sont vraiment prêts à faire quelque chose. C'est de changer nos institutions. Là, je parlais justement de cette assemblée citoyenne qui va avoir lieu au Brésil. En fait, partout dans le monde, on se rend compte que des assemblées citoyennes tirées au sort avec des gens qui eux-mêmes se saisissent du problème, qui eux-mêmes partent de leur vie quotidienne, c'est là où je suis d'accord avec ce que disait Ferris, et de leurs besoins pour trouver des solutions qui marchent et qui soient acceptables par tous, ça marche infiniment mieux que de laisser des responsables politiques qui sont la plupart du temps, en fait, sous l'influence de grandes entreprises, et là particulièrement du lobby pétrolier, prendre des décisions tout seuls dans leur coin. Ça marche plus, en fait, on le sait. Ça marche pas dans les gouvernements, ça marche pas dans les COP, ça marche pas à l'Union européenne. Donc il faut arrêter avec ça. Donc il faut voter maintenant pour des gens qui sont prêts à changer nos institutions et qui sont prêts à donner du pouvoir à la population, localement, nationalement, internationalement, pour trouver des solutions et changer de braquet. Ferris, là-dessus ? Ouais, je pense que nous, on vient pas non plus dans une démarche d'être utile, en réalité, parce que c'est... non, mais parce que si déjà ces gens là-bas sont un peu inutiles, c'est pas nous qui allons l'être, mais je pense qu'il y a vraiment une logique pour moi argumentative, de chaîne causale dans les événements, comment ils vont se produire. Dire qu'on y a été, c'est important, mais juste dans une forme de protection de nous-mêmes, parce qu'on voit bien qu'est-ce qui est en train de se passer actuellement. Il y a une criminalisation des activistes. Partout dans le monde, en France, on parle d'écoterrorisme. Et le Brésil ne le sait que trop bien. Ouais. Exactement, on est à 25 morts en 2023 sur des activistes et des leaders autochtones. Donc on est dans une forme de radicalisation des gens de par la colère qui s'installe et en même temps une répression en réponse qui est de plus en plus forte. Donc c'est pour ça que c'est super important pour éviter une forme de criminalisation injuste d'être en mesure d'avoir des arguments pour dire on est allé vous voir. Et ça pour moi c'est hyper important juste pour nous protéger, nous en plus en tant qu'association de premiers concernés, de dire on a été sur place, ça n'a pas fonctionné. Donc si demain on est dans l'obligation de tout casser, et au moins on aurait une bonne justification parce que on pourra dire que le système a épuisé tous ses moyens de... Tu pourrais déjà le dire maintenant. Je veux dire, ce que font les activistes, ça fait 40 ans qu'ils le font. C'est sûr. Ça n'a déjà pas marché. Mais c'est pour ça que du coup, une fois que ça s'est épuisé, il faut voir... Moi, je pense pas que même le vote, le fait de se dire qu'on va élire des gens qui vont être en mesure de nous représenter correctement dans les COP, je suis pas sûr non plus que ça ait un impact parce que le système est profondément injuste, même dans sa représentativité, parce que les partis politiques, si je parle juste de la France, je ne sais pas pour les autres, ont une forme de monopole sur l'hégémonie politique et la représentation politique, ce qui fait que dans des territoires locaux, si tu n'es pas en train de souscrire à la politique locale, tu n'existes pas, politiquement tu n'as pas de salle, tu n'as pas de subvention, tu n'as rien. Donc en fait, on bloque, en tout cas dans les quartiers, une forme de capacité à se représenter, à parler pour soi, parce qu'on est obligé de passer par les partis, et donc inévitablement les partis ont un fonctionnement, pour moi, structurellement bourgeois, qui fait que du coup on a un manque de représentation à part ceux qui ont adopté les codes. Si tu adoptes les codes, forcément tu te déconnectes, et bref, toute une logique c'est pour ça qu'on a besoin de changer les institutions. Tu vois, quand je parlais de... On se connaît, hein, c'est pour ça. Oui, non, mais allez-y, le monde du militantisme est un petit monde. Je dis que c'est pour ça qu'on a besoin de changer les institutions. C'est-à-dire que quand je parlais des assemblées citoyennes tirées au sort, là, pour le coup, les gens sont vraiment représentatifs de toutes les réalités. Ce qu'on a vécu à la Convention citoyenne pour le climat, ce qu'on vit dans plein d'assemblées citoyennes qui ont lieu sur des territoires, mais il faut que ces assemblées, elles aient du pouvoir et que ce soit les institutions qui leur donnent le pouvoir. Mais est-ce que vous dites pas la même chose, mais différemment? C'est-à-dire que l'écologie, aujourd'hui, elle est mal incarnée? Ce que je veux dire, c'est que pour que la population ait du pouvoir, c'est-à-dire qu'on soit vraiment en démocratie, c'est-à-dire que le démos kratos, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Pour que le peuple ait le pouvoir, il faut que les institutions changent. Et pour que les institutions changent, il faut qu'il y ait des personnes qui soient élues et qui soient capables de les changer. Je veux dire, c'est pas les gens dans la rue qui vont changer la Constitution française. Ça n'existe pas. Je pense que là, ton argument, il se mord la queue parce qu'effectivement, pour que ça puisse être performatif et avoir une action, il faut que les institutions donnent ce pouvoir et délèguent une partie de leur légitimité et de leur pouvoir aux gens qui vont être élus dans les assemblées citoyennes. Sauf que pour qu'ils le fassent, il faut qu'eux-mêmes
soient déjà dans une logique de délégation de leur pouvoir qui fait qu'ils seraient déjà eux-mêmes élus. Donc il y a dans la chronologie, je pense pas qu'il faille demander ce pouvoir-là, il faut être en mesure de le prendre. Ouais. Et, de le prendre, y compris par les urnes. C'est pas... Ou alors, tu mais du coup, on réplique à nouveau un schéma, parce que si c'est par les urnes, du coup, ça va être à nouveau les mêmes partis et les mêmes personnalités qui vont incarner. Tu dis qu'il n'y a plus d'institutions et qu'il n'y a plus de... Bah ouais, je pense que dans une première étape, il faut être en mesure... En tout mais cas, si on va au bout de votre raisonnement, ça va jusqu'où? Bah moi, je pense que effectivement, il faut être en mesure. Alors c'est filmé, attention. Non, je pense qu'en réalité, il faut être en mesure de créer des communautés pré-révolutionnaires. Alors moi, c'est ma théorie, c'est être en mesure de localement s'organiser. Et pour moi, c'est le pouvoir associatif qui peut faire ça, parce qu'on peut avoir accès à des subventions, il y a des fondations même européennes qui soutiennent ça. Et nous, localement, on essaie de s'implanter pour, sans dépendre du politique, commencer à mener des actions de ferme urbaine, de plaidoyer, etc. Et essayer d'installer, nous, notre vision du monde, à quoi elle doit ressembler. Et une fois qu'il y a une masse critique qui adhère et on a converti à cette cœur à notre cause, et ben, à mon sens, il faut prendre le pouvoir localement, dans un premier temps, sans les partis politiques, et ensuite... on verra comment ça se passe au l'échelle nationale. J'ai pas de théorie, mais pour moi, il faut juste que toutes les villes, toutes les municipales soient prises dans des... municipalisme libertaire de Bookchin. Voilà, en gros. Ça rejoint ce que vous dites régulièrement, alors pas tout à fait dans la mise en œuvre de la révolution dont vous parlez, mais on le voit qu'il y a depuis 10 ans, puisqu'on est aussi là dans un moment de bilan des 10 ans de la COP 21 et des accords de Paris, des choses qui ont été faites localement et qui fonctionnent. Il y en a, ça c'est un constat unanimement partagé. Le problème étant que quand on passe de l'échelle locale à l'échelle internationale, c'est là que les échelles ne se rencontrent jamais. En fait, c'est ça la difficulté qu'on a, c'est que on sait à peu près ce qu'il faut faire pour résoudre le problème climatique. Honnêtement, on le sait. Puis ça fait des décennies qu'on le sait. Vous parliez du fait qu'on va ressortir demain. En fait, en re-regardant le film, on se dit... Ça n'a pas vieilli ? Bah non, malheureusement, ça n'a pas vieilli. C'est-à-dire qu'on aurait bien voulu que ça soit devenu la norme, qu'il y ait des fermes en permaculture partout autour des villes, qu'on ait changé le système de création monétaire, qu'on ait fait la révolution, qu'on ait obligé le Parlement à démissionner, qu'on ait réécrit la Constitution avec des citoyens, qu'on ait changé l'école. Malheureusement, 10 ans plus tard, ça n'est toujours pas le cas. Donc, c'est pas un problème de savoir quoi faire. C'est un problème de quelle modalité démocratique pour le mettre en œuvre. Et effectivement, on peut commencer par le terrain, et c'est vrai, à l'échelle locale et à l'échelle des communautés, on peut changer déjà énormément de choses, on peut reconstruire une forme d'autonomie. Ensuite, la question, c'est comment est-ce qu'on passe de cette échelle locale à une échelle plus vaste, dans la mesure où les problèmes qui nous occupent, de changement climatique, ils n'ont pas de frontières. Donc, si vous créez une communauté autonome qui est super, où vous avez des fermes en permaculture, où vous avez des gens qui échangent avec d'autres moyens monétaires, des monnaies locales, etc., formidable. En attendant, si la Chine continue et les États-Unis à émettre du gaz à effet de serre dans les quantités qu'on connaît aujourd'hui, vous allez quand même avoir des étés à 45 degrés. Et donc, vous allez quand même être face à un problème. Donc, il y a un moment où il faut être capable de renverser la dynamique globale et aujourd'hui se poser la question de construire des communautés autonomes qui ensuite sont capables de faire basculer des échelles comme les nations et des échelles comme des supranations, si on pense à l'Europe pour nous, mais aussi l'ONU, est une question qui se pose. Et cette fameuse assemblée citoyenne au Brésil est une tentative de ça, de dire finalement, est-ce qu'on a besoin de construire aussi une gouvernance mondiale des peuples avec les peuples? Je vois qui c'est. Bah, de fou, c'est pour ça que en fait, ça peut que... s'interconnecter, puisque prolétaires du monde entier, unissez-vous. La logique, c'est jeunesse populaire aussi, unissez-vous. Tout le monde doit s'unir à l'international, dans le sens où il ne faut pas non plus être en mesure d'ignorer la capacité de l'alignation du système, même pour les premiers concernés qui vivent les violences. Parfois, plus tu vis une violence, moins tu la vois. Et parfois, les gens qui, même en France, sont les premiers concernés, je ne sais pas, un enfant sur 3 à Bagnolet qui a de l'asthme ou d'une violence environnementale ou sociale, est en mesure de la cautionner, de s'y attacher, même d'un point de vue existentiel, se rattacher à ça en créant son identité autour d'une violence. Et il faut être en mesure de se décorréler de ça en disant, en fait, dans d'autres pays, il y a d'autres gens qui la vivent aussi et qui sont en train de se révolter, ce qu'on a vu à Madagascar, ce qu'on a vu au Népal, ce qu'on a vu au Maroc. Et donc, être en mesure de constater que dans d'autres pays, il y a aussi une révolte qui s'installe, c'est super important. D'où ce genre d'endroit et les COP pour se connecter avec d'autres personnes, de se dire, en fait, c'est fou parce que nous, dans notre pays, peut-être qu'on est un peu endormis à faire je sais pas trop quoi, alors que dans d'autres qui sont en train de se réveiller, ils sont en train de parfois se faire tuer. Ça, c'est vrai que c'est une des choses les plus importantes dans les COP, c'est la capacité de plein de militants de partout à se retrouver
et à peut-être trouver justement des nouveaux moyens d'organisation et à se dire, comme tu le disais, nous là on est en train de mourir de la pollution de l'air, nous en fait notre eau potable, je ne sais pas si vous avez vu qu'il y a 60 000 personnes qui sont privées d'eau potable en France parce qu'il y a des points de captage qui sont fermés, parce que c'est plein de PFAS ou de pesticides. Bon, ça c'est déjà une façon pour les gens de se rendre compte que la question écologique, ça les concerne dans leur vie de tous les jours. Ça les concerne aussi parce que, comme tu le disais, il y a en France entre 50 et 100 000 personnes qui meurent de la pollution de l'air chaque année. Et que cette pollution de l'air, elle est directement liée aux énergies fossiles, qui provoquent aussi le réchauffement climatique, qui va provoquer lui aussi des morts à cause des vagues de chaleur, et des sécheresses, et des incendies. Bon, il y a des pays où ils le vivent encore plus fort aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est sans doute dans ces endroits-là que les gens vont commencer à se rebeller, en disant, on ne peut pas laisser les plus riches de la planète continuer à nous mettre dans cette situation-là, donc il faut changer de système. Mais au moment où ils vont se rebeller, il faut qu'ils aient à la fois un horizon, c'est-à-dire qu'ils se disent, ok, on se rebelle, mais pour construire une société qui irait plutôt dans ce sens-là, et qu'ils aient des moyens d'organisation pour trouver comment organiser la cité différemment. Je pense aussi que je voulais rajouter sur la théorie du changement, il y a d'abord aussi une étape de conscientisation des violences qui parfois met un peu de temps. Dans des pays où ils vivent directement les situations, les catastrophes climatiques, c'est un peu limpide, mais nous, en tout cas en France, il y a une capacité à ignorer et à organiser une ignorance. Ça s'appelle l'agnotologie, c'est un domaine qu'on étudie qui fait comment l'ignorance est produite. Ça a été beaucoup étudié pour Robert Proctor et tout ce qui était cigarettes et industrie fossile. Là, aujourd'hui en France, quand on regarde comment est traité le sujet du climat en Europe, notamment sur les questions de géo-ingénierie, personne n'y comprend rien, personne n'explique. Il y a une opacité telle qui fait qu'on ne réalise même pas qu'ils sont en train de prendre des décisions en notre nom, mais qui sont en train de tout foirer. Par exemple, sur la géo-ingénierie, on parle d'aérosols qu'on va envoyer dans la stratosphère pour faire rebondir le soleil. Tu dois être au courant de ça. Très bien, oui. Mais très peu de gens le savent, qu'il y a des négociations là-dessus et que ça peut foirer le système mondial juste avec quelques prises de décision dans lesquelles on n'a même pas notre mot à dire. D'où le travail de votre association, je crois, qui organise des ateliers de formation. C'est ça, parce que vous disiez tout à l'heure qu'il faudrait convertir la masse critique. On ne peut convertir personne si on n'est pas éclairé. Exactement. C'est pour ça que oui, nous on a pris cet angle-là de l'éducation populaire pour se dire qu'on va aller accompagner des jeunes avec une forme de légitimité qu'on doit reconquérir. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de connaissances. C'est une formation de une journée d'abord, après une semaine, certifiée par le ministère de l'Enseignement supérieur. Et l'idée, c'est d'accompagner les jeunes à comprendre les violences qu'ils vivent et ensuite à s'en défendre. C'est intéressant parce que vous n'êtes pas tous les deux de la même génération. Cyril, vous et moi, nous sommes plutôt de la même génération. On n'est pas nés avec cette conscience-là. On pourrait penser que vous, qui avez 23 ans, je crois, vous êtes nés avec cette conscience-là, mais en fait, autour de vous? Non, c'est différencié aussi et c'est situé, cette confiance elle est située en fonction de ta classe sociale, en fonction de ton environnement, en fonction de ce que tu as vu ou ce que tu n'as pas vu. Donc ouais, on n'a pas grandi de la même manière, on n'a pas les mêmes générations et surtout je pense que être en mesure de conscientiser une violence et de se dire je vais me défendre contre elle, c'est déjà une forme de privilège incroyable parce qu'effectivement il y a une situation qui installe en tout cas en Occident, un confort qui fait que tu es amoureux aussi de la violence qui te tape. Ça veut dire qu'il y a une capacité il y a une capacité à romantiser cette violence-là, à la rendre acceptable, à la rendre normale, à la rendre naturelle. Et ça, c'est super important. Comment une domination paraît naturelle en disant, bah oui, effectivement, il y a des gens qui meurent de la pollution, mais c'est toujours été comme ça. Il faut bien, vous savez, pour justifier le système, des externalités négatives. Donc, c'est pour ça qu'il y a 9 millions de morts de la pollution. Ok, vous savez, on peut pas faire autrement. Et donc, on arrive à naturaliser la domination que l'homme a sur la Terre, parce que la Terre nous appartiendrait. Au Brésil, c'est intéressant. Ils estiment que, certaines communautés, en tout cas, estiment qu'on appartient à la Terre. Donc, c'est un renversement qui, même spirituellement, nous permet, nous, de nous éveiller, parce qu'en Occident, je pense qu'il y a une destruction de cette capacité-là à prendre du recul, à se désaxer sur un système qui part en vrille. Et donc, nous, on essaie de réapprendre ça dans un premier temps en disant réapprenez à voir le monde différemment, réapprenez à lutter sur ce qui vous touche, parce que c'est juste pas normal et on a essayé de normaliser des trucs qui ne le sont pas. Est-ce que c'est là-dedans que vous inscrivez ce qu'on a entendu ces jours derniers avec l'ouverture pas y passer, on a déjà beaucoup parlé la semaine dernière, mais de ce magasin en Chine au BHV, avec cette revendication d'un besoin, d'un droit qui sort de nulle part en réalité, un droit à la mode pas cher, en s'asseyant sur le droit environnemental, le droit humain tout court. Exactement, ouais, c'est une capacité qu'on a à créer des droits ici qui ensuite détruisent d'autres droits là-bas. Donc c'est absolument fascinant. Et surtout qu'on arrive, et c'est là où le vice il est incroyable, on arrive à produire des pauvres ici, à produire des pauvres là-bas et à faire semblant que Chine va répondre
à une problématique de justice sociale ici. Alors qu'en réalité, on est en train de mettre des gens sur un choix moral absolument dégueulasse. C'est-à-dire que soit vous nourrissez plus, parce que pouvoir d'achat, soit vous achetez des habits dégueulasses avec des taches de sang dessus. Bah non. Et le choix moral, on le fait reposer sur qui? Non pas sur les représentants qui vont être dans les COP, non pas sur nos dirigeants ou je ne sais qui. On le fait reposer sur le citoyen, sur le consommateur qui est dans une forme de blocage. Et même nous, entre nous, on va se tirer dessus. On va se dire, mais pourquoi t'as pas consommé correctement ton habit? Pourquoi t'as pas la dernière skincare vegan à base de bave de chameau? Il n'y a que 3 chameaux dans le monde qui sont en mesure. Mais t'imagines 3 chameaux, Cyril? Donc du coup, on commence à faire des trucs fous. Et ce rattrapage moral-là, et ben à nouveau, c'est ceux qui ont la conscience écologique qui arrivent à l'avoir. C'est-à-dire qu'ils arrivent à proposer sur le marché un truc qui est foiré et ensuite à eux-mêmes se rattraper moralement en disant oui, bon, on va faire des efforts et en faisant en sorte que la consommation éthique soit un luxe, alors que ça devrait être. Mais en fait, c'est aussi continuer à mentir aux gens. C'est-à-dire que c'est pas leur donner le droit, un droit social, c'est leur dire en fait, vous avez le droit de continuer à consommer comme des malades quand vous voulez, où vous voulez, c'est continuer à leur vendre cette espèce de rêve du progrès qui aujourd'hui est insoutenable, sans leur dire que s'ils continuent à faire ça, effectivement, il y a des gens à l'autre bout du monde qui sont des esclaves, qui vivent dans des conditions absolument catastrophiques, qui fabriquent leurs vêtements et que eux-mêmes ne voudraient jamais que leur famille ou leurs proches vivent dans ces conditions-là. C'est ne pas leur dire que toutes les conséquences écologiques, à la fois les émissions de gaz à effet de serre, à la fois la pollution de l'eau, à la fois les maladies que les gens vont attraper à cause des produits chimiques qu'il y a dans tous ces vêtements, bah, ça va toucher aussi des gens, ça va toucher des enfants, ça va toucher des femmes enceintes. Donc ça, on leur dit pas. Et on leur dit pas non plus que, en fait, ce rêve-là, il est déjà terminé. C'est déjà fini. On a déjà dépassé, en fait, on est déjà en train de dépasser cette barre des 1,5 degrés. On a déjà dépassé un des 16 points de bascule, des 16 points de bascule climatique. On a déjà dépassé 7 sur 9 des limites planétaires. C'est-à-dire qu'on est déjà en train de rendre cette planète inhabitable. Donc ça nous fera une belle jambe d'avoir pu acheter plein de trucs à 2 €, d'avoir pu s'acheter encore un autre pantalon, encore un autre pull, au moment où, encore une fois, cette planète sera devenue inhabitable. Sauf que ça, on leur dit pas. On leur dit, vous avez le droit de consommer. Vous avez le droit de consommer autant que vous voulez. Ça va aller super. Je crois que ce qu'on ne dit pas aussi, c'est que c'est pas un rêve en soi. C'est-à-dire qu'il y a aussi Bah, c'est un peu nul comme rêve. c'est vrai, c'est un peu éclaté comme rêve, dans le sens où même ça fait des crises existentielles terribles. Je pense qu'il y a ce côté-là, on a le droit de consommer, de surconsommer, très matériel. Mais est-ce que même existentiellement parlant, on ne crée pas aussi des gens qui sont très tristes, qui sont dans une forme de société de l'apparence, qui sont dans une forme de comparaison constante, les antidépresseurs et les anxiolytiques qui augmentent, notamment dans les pays qui consomment le plus, et la fertilité qui baisse dans les pays qui consomment le plus, parce que notre manière de consommer, elle est totalement bousillée. On est un enfant quoi, 1,2 enfants par femme en France. Et on se pose la question aussi de pourquoi, mais c'est parce que les gens ne peuvent même pas faire d'enfants. On était à 2,1 moi quand j'étais à l'école, tu vois. Ah ouais. Question de génération. On a évoqué la question, du rapport de force. On a le même âge, Cyril Dion, arrêtez. On a évoqué la question du rapport de force. Il y a le projet de demain qui ressort au mois de décembre, c'était aussi d'essayer de raconter comment on peut changer le récit. Et là-dessus, vous avez une métaphore que je trouve assez intéressante. Vous dites, mais comment est-ce que les Américains ont réussi à imposer l'American Way of Life, dire que boire du coca c'était cool, avoir des jeans c'était cool, avoir des drapeaux américains c'était cool. Comment est-ce que le Ecological Way of Life on fait pour qu'il soit cool comme l'American Way of Life? Du coup, je vous pose la question, quels sont les outils qu'ont utilisés à l'époque les États-Unis, qu'on pourrait utiliser aujourd'hui pour que ce soit cool? Mais c'est pas que les États-Unis, c'est-à-dire que tous les régimes ont toujours cherché le moyen de propager un récit. C'est-à-dire de dire, voilà de quelle façon il faudrait vivre pour que tout le monde soit obligé de le faire ou ait envie de le faire. Et il se trouve que depuis que le cinéma existe, tous les régimes, que ce soit les nazis, que ce soit les Russes ou que ce soit les Américains plus récemment, ont dépensé beaucoup d'argent pour faire beaucoup de films pour propager une vision du monde. Et effectivement, les Américains, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, quand ils ont négocié les accords avec les Européens pour le plan Marshall, pour les milliards qu'ils allaient investir pour reconstruire l'Europe, on dit on vous donne tant de milliards, mais on négocie d'avoir 60% des droits de diffusion de nos films sur les écrans de cinéma européens. Ce qui fait que le cinéma européen est devenu une influence majeure de nos psychés. C'est comme ça qu'ils ont réussi à faire fumer des cigarettes aux femmes. C'est une histoire célèbre avec Lucky Strike. C'est comme ça qu'ils nous ont convaincus
d'acheter des jeans, de boire du coca, de manger des burgers, de construire des banlieues comme ça où tout le monde a son petit pavillon avec sa petite voiture, etc. Parce que ça nous a fait rêver, parce qu'on a vu des acteurs, des actrices, des films qui vivaient comme ça. Et on s'est persuadé que c'était le rêve absolu, le but de nos existences. Donc maintenant, si on veut passer de cette société-là, de ce rêve consumériste, à un rêve qui est un rêve d'une société plus soutenable, plus écologique, où on vivrait mieux, où on travaillerait moins, où on passerait plus de temps avec les gens qu'on aime, où on serait plus en contact avec la nature, il nous faut des films, il nous faut des séries, il nous faut des BD, il nous faut des romans qui racontent ça. On ne peut pas espérer emmener des millions de personnes pour construire une société différente si on n'est même pas capable d'imaginer à quoi elle ressemble. Et la plupart d'entre nous, on n'est pas capable, parce qu'on a été tellement biberonnés à cette idéologie qu'il nous semble qu'il n'y a pas d'autre solution. Ça vous parle, ça ? Ouais, carrément, mais c'est pour ça qu'il faut reprendre aussi les moyens de production culturelle. Et donc ces moyens de production culturelle, ils ont été aussi accaparés par une élite culturelle ici, qui est en lien avec une élite économique et industrielle, notamment dans les pays du Sud, qui ont donc fait de l'argent en faisant en sorte de saccager des terres dans les pays du Sud. Quand on regarde l'Empire Bolloré, c'est ça. 42 ports, qu'est-ce que tu fais avec 42 ports t'as pas autant de bateaux, frérot. Il y a une volonté d'avoir une emprise là-bas. Ensuite, ils achètent des chaînes en France qui permet ensuite de diffuser une idéologie qui va faire de l'argent sur nos souffrances aussi. Et c'est pour ça que quand on parle de reprendre les moyens de production culturelle, c'est que généralement, ils extraient la substance narrative de nos vies. Ils extraient la substance narrative des banlieues, ils vont faire des films clichés dessus, sur les gens qui sont dans les favelas au Brésil, peu importe, ils vont prendre ces histoires-là. Et l'argent va jamais retomber aux gens qui sont sujets là-dedans, et nous, on n'est pas auteurs. Donc, en fait, c'est comme si dans l'histoire, on est passé de objet. Quand on parle du musée de la Porte Dorée et de l'immigration, c'était un musée colonial. Hein. Quand on parle de juste l'esclavage, etc., on est des objets pour eux. Maintenant, on devient des sujets, mais à chaque fois, la substance, elle est extraite et il faut qu'on se la réapproprie. Parce qu'effectivement, cette capacité-là à déplacer les imaginaires et à déplacer une vision du monde, elle est hyper importante. Mais ça nécessite aussi de désapprendre certains mécanismes qu'on a commencé à apprendre et à intégrer. Le fait qu'on soit centré sur notre individualité à nous et qu'on ait une liberté totale parce qu'on a envie de s'attacher un peu à ça. Ça, il faut le désapprendre, il faut le casser. Et pour Mais moi... est-ce que ce vœu, cette désirabilité, est-ce que c'est réaliste par rapport au terrain vous voyez tous les jours, notamment dans les quartiers populaires, faut-il le rappeler qui sont les premières victimes de tout ce mécanisme induit par le réchauffement. Est-ce que c'est un degré de réalité? Est-ce qu'il y a des oreilles pour écouter ce que vous dites là? En fait, effectivement, c'est les premières victimes sur le plan matériel, physique, mais c'est aussi les premières victimes d'un point de vue spirituel. Ça veut dire que nous aussi, on a adhéré totalement à cette vision du monde qu'ils nous ont proposée. Donc, je pense que c'est réaliste parce que nous, c'est ce qu'on teste. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire. C'est essayer de créer un sorte de monde imaginaire qui n'existe pas, mais qui existe quand même. C'est-à-dire que quand on fait Saint-Ouen, Strasbourg à vélo avec un groupe de mamans et de jeunes et d'enfants qui roulent pendant genre 5 jours, et ben à la fin on documente tout ça et on reçoit plein de messages des gens, j'ai envie de faire du vélo, alors qu'on n'a rien à cirer du vélo à la base. C'est juste une question de mentalement comment on se représente la question de la mobilité et du vélo, comment on fait ça tous ensemble, comment on se rend compte que en fait ça crée des liens et qu'on vit en communauté pendant 5-6 jours et que c'est magnifique. Et donc à la fin des gens qui s'en foutent complètement, des mamans qui ne savent pas faire du vélo, des gens qui n'ont pas la culture du vélo parce que c'est des mères qui sont excisées, qui n'ont pas l'habitude d'en faire dans les quartiers populaires, il y avait une culture qui était un peu compliquée vis-à-vis de ça, et se disent moi aussi j'ai envie de participer à ça. Et donc c'est comme s'il y avait un retournement qui se faisait qui était absolument magnifique de regardez, on va projeter notre capacité à vivre ensemble, à faire communauté, et que ce rêve-là, il est accessible à tout le monde. Parce que si nous, on arrive à se l'approprier, si nous, depuis 3 ans, on arrive à vivre ensemble, à créer des écoles, à parler à droite, à gauche et à faire des trucs qui sont cool, et c'est comme si on arrivait, après c'est à une moindre échelle et on n'est pas les seuls à le faire et plein d'autres le font aussi, à créer un monde à la fois entre pré-réel, mystique, fantaisiste et en même temps très ancré dans la réalité, où on voit, nous à chaque fois on se regarde comme ça, on se dit mais c'est incroyable ce qui se passe, parce qu'il y avait des gens qui sont dans des... qui peuvent peut-être vendre des trucs illégalement répréhensibles 3 semaines avant et qui se retrouvent à faire des conférences devant des députés et à changer de vie et à se réparer et à tirer des jeunes de la délinquance et à se dire qu'on peut faire commun. Et donc c'est réapprendre à vivre en commun, réapprendre à vivre en famille. Je pense que l'Occident a détruit la capacité à faire communauté et que nous on doit la reconstruire, et c'est que comme ça qu'on arrive à créer des groupes dont les cadres ne sont pas définis par les autres. Généralement, nous, les groupes qu'on essaie d'accompagner, c'est des groupes qui sont définis par la violence qu'ils subissent.
Donc si on veut s'émanciper, c'est essayer de sortir de cette violence-là et donc d'aller dans des transfuges de classe, dans des classes qui sont dominantes et donc de répliquer nous-mêmes des schémas de domination. Donc en fait c'est comme si on avait le choix entre un groupe qu'on subit qui est un peu foiré ou un groupe tout aussi foiré mais qui est dominant dans lequel on a l'impression de vivre un peu mieux. Non, on peut créer un groupe à part et on définit nos propres normes, nos propres valeurs, nos propres lois, nos propres règles et c'est parti. Mais tant qu'on vivra dans un monde où c'est la domination de quelqu'un sur quelqu'un d'autre, quel qu'il soit, on s'en sortira jamais, c'est ça que vous dites? Ouais, c'est ça que je dis. Je pense que c'est ça qu'il dit aussi. Non, mais globalement, en fait, à chaque fois qu'il y a des vrais basculements dans la société, et là, c'est de ça qu'on parle, il faudrait un vrai basculement du type quand on a aboli l'esclavage, ou quand il y a eu la fin de la ségrégation aux États-Unis, quand il y a eu le droit des femmes, quand on a arrêté avec la monarchie. C'est ce genre de bascule ontologique dont on a besoin là. À chaque fois, il y a 3 éléments qui rentrent en conjonction. Il y a des nouveaux récits, c'est-à-dire des gens qui sont capables d'imaginer le monde autrement que comme il est. Typiquement, Martin Luther King, quand il dit « I had a dream », il est capable de se projeter dans un monde où les Noirs et les Blancs auront les mêmes droits, alors que ce monde n'existe pas encore. Et ces nouveaux récits, ça peut être à la fois des films, comme on disait, ça peut être des romans, ça peut être des leaders politiques qui font des discours, ça peut être aussi des gens qui font des choses. Quand on a fait Demain avec Mélanie Laurent, c'était ça. On a été voir des gens qui font des nouveaux récits de l'agriculture, des nouveaux récits de l'économie, des nouveaux récits de la démocratie. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, ce sont des rapports de force. Parce que ceux qui ont le pouvoir, ceux qui sont en train de gagner dans cette espèce d'immense partie de Monopoly géant à laquelle on est tous obligés de jouer, ils n'ont pas du tout envie qu'on change. Total, Elf, enfin Elf ça n'existe plus, Exxon, BP, ils veulent continuer à vendre du pétrole. Donc là, s'il n'y a pas un rapport de force puissant qui fait que la population reprend le pouvoir, à la fois dans les urnes, à la fois dans la rue, à la fois dans l'organisation de leur vie sur des territoires, ça ne changera pas. Donc ces rapports de force, ils sont indispensables. Typiquement, ce qu'ont fait les esclaves, justement, quand ils se sont rebellés dans les plantations, ce qu'ont fait les gens au moment de la Révolution française. Il est où le déclencheur? Et un troisième élément, justement, qui arrive comme une sorte de catalyseur des deux autres, ce sont les circonstances historiques. Typiquement, le droit de vote des femmes au Royaume-Uni, il y a des gens qui sont capables d'imaginer un monde où les hommes et les femmes auraient les mêmes droits. Il y a les suffragettes qui engagent des rapports de force sur le terrain, et il y a la Première Guerre mondiale qui vient agir comme un déclencheur, parce qu'il y a énormément d'hommes qui partent à la guerre, des femmes qui les remplacent sur le terrain, et qu'après la guerre, il y a un déséquilibre démographique qui fait que ça devient difficile de dire aux femmes que c'est des citoyennes de seconde zone. Les signaux, l'alerte rouge, c'est visiblement pas suffisant, et vous le savez mieux que moi, ça fait 20 ans que vous le dites. Non, aujourd'hui, justement, l'élément déclencheur, c'est le changement climatique. C'est-à-dire que là, on est en train de rentrer là-dedans. Ce dont on parlait tout à l'heure... Ça fait plusieurs années qu'on dit qu'on est en train de rentrer là-dedans, non? Je suis désolé, ce qui s'est passé à Los Angeles, par exemple, 270 milliards de dégâts. Un des cadres supérieurs d'Allianz, les assureurs, les méga-feux de Los Angeles, qui dit aujourd'hui, si il faut débourser à chaque fois 270 milliards pour réparer, nous, on n'est plus capable d'assurer. Si nous, on assure plus, ça veut dire que les banques vont arrêter de prêter, ça veut dire que l'économie va se casser la figure. Il a fait une tribune dans le Guardian, un des patrons d'Allianz, pour dire le changement climatique est en train de tuer le capitalisme. Il y a une étude qui est sortie quelques jours plus tôt, le 31 mars 2025, qui montre que c'est moins 40% de PIB par personne et par an dans un monde à plus 4 degrés. Là, vous inquiétez pas. Donc l'argent, c'est l'argument suprême. Mais c'est pas que c'est l'argument suprême, c'est qu'à un moment, si on n'arrive plus à faire fonctionner le système comme on le fait fonctionner aujourd'hui, on va être obligé de changer. Et encore une fois, les personnes qui vont être les premières victimes vont se rebeller. Je veux dire, elles ne vont pas se laisser mourir comme ça sur des territoires qui sont devenus inhabitables parce qu'il n'y a plus d'eau, parce qu'il fait trop chaud, parce qu'on ne peut plus faire d'agriculture. Faris, là-dessus? Moi, je pense que le capitalisme, il a comme une capacité à tuer, à se tuer lui-même, tout en nous vendant des t-shirts, ça brûle, tu vois. Et donc, je pense pas que le réchauffement climatique va tuer le capitalisme en lui-même, parce qu'il va réussir à se l'accaparer, à se le réapproprier d'une forme ou d'une autre, en faisant du marketing ou des films dessus, des films Netflix sur la fin du monde, il va en faire plein. Donc c'est foutu? Ça commence déjà. Je pense pas que ça soit foutu, je pense juste que ça doit partir autre part. Il faut pas attendre que les circonstances arrivent, mais qu'on les regarde. Parce que les circonstances, elles sont déjà là. C'est plus une question de regard et de posture. Et donc, c'est pas le sujet, c'est comment on réagit au sujet. C'est pas la catastrophe de trop, mais ça va être la catastrophe qu'il y a déjà aujourd'hui, qu'on est en train de vivre. Pourquoi ce serait pas une catastrophe de dire qu'il y ait, je sais pas, de l'eau qui tue des gens à Marseille? Cité Herbel, Jamila Awash, son frère, sa sœur est morte depuis 2011 à Alerte. C'est catastrophique. Pourquoi ça, c'est pas suffisant pour faire en sorte que Marseille se révolte? Pourquoi à Strasbourg, le fait que des gens meurent de la pollution, c'est pas suffisant pour que Strasbourg se révolte? Alors pourquoi? Je pense que c'est une question de regard et une
question de comment on arrive à repositionner notre capacité à se dire, ok, là on reprend le pouvoir, là on a la capacité de le faire, donc c'est une question de légitimité, une question de capacité, et surtout une question de prise de conscience sur qu'est-ce qu'il faut faire pour faire advenir des changements. Et je pense que généralement, vu qu'on a atomisé les individus, ils ne se sentent pas suffisamment puissants pour aller récupérer une mairie, récupérer une collectivité, récupérer je sais pas quoi. Donc je pense que nous, il ne faut pas avoir peur de se structurer pour politiquement s'engager, et pas nous personnellement, mais je pense que c'est que comme ça que ça peut passer, parce que sinon, les violences peuvent s'accélérer, les violences peuvent s'accumuler, et nous, on peut rester passif dessus et les regarder en mode pas ouf. Et c'est triste, je pense, parce qu'il y a une capacité à endormir qui est forte. En fait, on est d'accord, tu vois. Tu veux que des gens s'engagent politiquement pour se faire élire, pour récupérer des mairies? Ouais, on peut dire qu'on est d'accord. Non, mais pour l'instant, en tout cas, s'il s'agit d'une question de calendrier, j'imagine que dans un premier temps, vous êtes d'accord avec ça. Il faudrait faire dans votre hypothèse avec ce qu'il y a, mais en changeant les incarnations, peut-être? Oui, aussi beaucoup, parce qu'on peut pas être... Il y a une capacité aussi, plus t'es bien intentionné, tu as l'impression de représenter tout le monde. Ça veut dire que mes intentions sont pures, je sais pourquoi je me bats, donc j'ai l'impression que je parle au nom des gens. Ça s'adresse aux responsables écologistes d'aujourd'hui? Exactement, ouais. Aux responsables écologistes, aux responsables tout court, qui incarnent mal, malgré parfois leurs bonnes intentions. Ça veut dire des activistes qui vont se dire, je me bats pour le bien commun. Je me bats pour vous parce qu'une planète à plus 4 degrés, vous imaginez, tout le monde, ok, on imagine. Mais parce que c'est toi qui le dis, en fait, j'imagine pas. Et donc, la difficulté, c'est comment tu fais pour réincarner correctement des combats, réincarner des luttes. Et pour ça, c'est aussi un monopole qui doit sortir des classes bourgeoises, qui doit aller sur les premiers concernés. Et là, il faut relire des penseuses décoloniales comme Gayatri Spivak, qui expliquent pourquoi les subalternes, donc les premiers concernés, n'arrivent pas à parler des violences qu'ils vivent. Et bien parfois parce qu'il y a des mauvais représentants. Parfois parce que la parole, elle est confisquée. Parce que les cadres de cette parole-là sont beaucoup trop élitistes. Parce qu'il y a une autocensure aussi? Parce qu'il y a une autocensure, mais qui vient aussi des cadres. C'est-à-dire qu'on se dit, matin, il faut parler comme ça pour aller pouvoir être... Bah non, en fait, ça ira parce que j'ai pas la capacité de le faire. Donc, il faut recréer une forme de légitimité. C'est ce qu'on essaie d'apporter aux jeunes qu'on accompagne, aux gens qu'on touche. Et une des capacités qu'on essaie d'avoir, c'est connecter les gens qui sont cassés, les gens qui ont de la douleur en soi, et connecter cette douleur avec les autres. Et c'est comme ça que, on se dit, en fait, on est plus fort ensemble, et que du coup, on reconquérit cette légitimité-là. Parce que on a connecté, parce qu'on est en commun, parce qu'on est fort. Et du coup, et c'est pour ça que c'est vraiment par étapes. D'abord, ils nous divisent, ensuite, on nous délégitime, et ensuite, les cadres sont beaucoup trop élitistes pour nous. Alors que si on se rassemble, on se dit qu'on est légitime, et ensuite, on va chercher les cadres qui nous ont exclus, là, on peut recréer une dynamique, je pense. J'espère. Cyril Dion, là-dessus? Non, mais moi, je pense que le système représentatif tel qu'on le conçoit aujourd'hui, ça fonctionne pas. C'est un peu ce que tu dis quand tu dis... de toute façon, si tu donnes trop de pouvoir et trop d'argent à quelqu'un, il pète les plombs. Même s'il est animé par les meilleures intentions du monde. Si on regarde, par exemple, Barack Obama, quand il a été élu, moi, j'ai pleuré, je me suis dit, c'est génial, ça va changer. Ça n'a pas changé, parce qu'en fait, il s'est inscrit dans un système où... les responsables politiques, dans l'immense majorité des cas, prennent des décisions qui sont orientées par les 10% les plus riches de l'élite économique. Donc si on veut résoudre le problème à la fois de la représentation et à la fois résoudre ce problème de lobby, c'est-à-dire de relations incestueuses entre le pouvoir politique et le pouvoir économique, je pense qu'on a besoin, comme je le disais au début, de changer nos institutions et d'aller vers des systèmes de tirage au sort avec de la démocratie délibérative qui formule des propositions. À l'homme et à la femme providentielle aussi. Et ça n'existe pas. Je pense qu'on a besoin d'un entre-deux. C'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir quelqu'un qui est capable de conquérir le pouvoir pour le laisser ensuite. Bon, il y en a qui disent qu'ils vont le faire, je ne suis pas sûr qu'ils le feront vraiment, mais c'est ça dont on a besoin. C'est-à-dire que ce qu'on a vu par exemple en Irlande, qui a été quand même assez fascinant, c'est qu'ils ont réussi à résoudre deux problèmes qui semblaient insolubles dans la société irlandaise très catholique, qui étaient: est-ce qu'on doit autoriser le mariage pour tous? Est-ce qu'on doit autoriser le droit à l'avortement? Et est-ce qu'on doit les mettre dans la Constitution, dans un pays où l'Église catholique, qui est très forte, s'était opposée aux deux enjeux? Ils ont fait deux assemblées citoyennes tirées au sort, qui ont délibéré, qui ont formulé des propositions, qui ont été au référendum ensuite. Les deux référendums ont été victorieux, c'est-à-dire qu'ils ont décidé que oui, il fallait inscrire le droit à l'avortement et le mariage pour tous dans la Constitution, dans un climat social très apaisé. Là où en France, par exemple, pour le mariage pour tous, on a vécu des déchirements absolument dingues avec des gens qui se hurlaient dessus devant la cour d'école. Tout simplement parce que les gens ont eu le temps de se parler. Ils ont eu le temps de parler avec des experts qui leur ont donné des éléments factuels. Mais on en revient au travail de l'association de Ferris. Oui, mais c'est très important de faire ce que fait Banlieue Climat et ce que font Ferris et toutes les personnes qui travaillent avec lui. Mais c'est ensuite absolument indispensable de donner un espace où toutes les personnes auxquelles Ferris va aller parler, elles puissent participer aux décisions publiques, co-construire les décisions publiques.
Là-dessus, oui. Une des difficultés, je pense qu'on a, c'est la question du temps. C'est-à-dire que ce qu'ils ont réussi à nous enlever, c'est aussi la capacité à réfléchir et à se concentrer. On le voit avec le temps de concentration qui diminue de plus en plus. Et malheureusement, je pense qu'il faut plus de temps pour le bien que pour le mal. Si j'explique, écoutez, le problème, c'est les Arabes en France. Bon, ça va, en deux, trois phrases, ça tient. Alors que si j'explique effectivement qu'il y a une précarité qui s'installe, qui est liée à la criminalité, donc que 90% des crimes sont faits dans les catégories les plus précaires de la société, et qu'en fait, en réalité, il faudrait repenser sociologiquement l'environnement des gens pour être en mesure de voir quelle violence ils adoptent. C'est pas que les quartiers, c'est aussi la réalité, parce que la réalité, en réalité, il y a d'autres violences intrafamiliales qui s'exercent entre les gens. Ça devient compliqué, ça devient beaucoup trop long, et ça devient hyper difficile d'expliquer la cause d'un problème avec des ressources scientifiques, sociologiques, et anthropologique. Alors que s'il faut juste dire le problème d'un tel c'est ça, le problème de ça c'est ça, c'est tellement direct et limpide que le temps joue contre nous. Et je pense qu'en détruisant notre capacité à se concentrer, notamment avec les réseaux sociaux et tout ce truc-là de rapidité, et même moi j'en suis la première victime, c'est-à-dire qu'on n'est pas préservé de ça. Et je pense qu'on rentre dans une société de l'instantané et de l'image qui fait que c'est beaucoup plus facile d'être mauvais que d'être bon. C'est beaucoup plus facile de faire passer des mauvais messages que des bons messages. Et cette capacité donc à reconscientiser les gens et à les ramener avec soi, je pense que c'est la première étape la plus importante, mais qu'elle va être de plus en plus compliquée à mettre en place avec les générations qui arrivent. Donc nous, on essaie de s'y prendre de plus en plus tôt. On accompagne des jeunes de 16 à 25 ans, des mamans, mais aussi là des enfants prochainement. Et c'est hyper compliqué parce qu'on se bat contre une dynamique qui favorise la chute de tout, même la chute morale et la chute temporelle des gens, et est-ce qu'ils vont prendre le temps ou pas de s'intéresser à ce qu'on raconte. Écoutez, on a pris 45 minutes, on n'aura sans doute pas résolu ce vaste problème, mais au moins on aura tenté de prendre le temps. Merci beaucoup. Ferris Barkhad, vous partez quand au Brésil ? Je pars mardi, demain. Eh bien, bon voyage à vous. Merci avec beaucoup. l'association Banlieue Climat. Cyril Dion, merci encore d'être venu. La lutte enchantée, comment garder espoir, vient de sortir. J'ai pas dit les éditions. Édition Actes Sud et France Inter. Actes Sud et France Inter. Et puis demain, ressort au cinéma le 8 décembre prochain. Merci beaucoup. Une émission à revoir en replay, réécouter en podcast. On se retrouve dans un quart d'heure pour la suite de ce rendez-vous d'infos. À tout à l'heure.